On va quand même le redire, vous avez été élu sénateur à 33 ans. 33 ans. Comment on devient sénateur à 33 ans? Enfin, j'ai vu les précédentes émissions. Ouais. Tout le monde dit, et ils ont raison, en général, je vais le dire comme ça conclut un parcours politique. Ah, c'est un peu ce que j'allais dire. Hein, bien sûr. Moi, pas du tout. Moi, je suis un peu atypique dans la maison. D'abord, je suis que conseiller municipal d'opposition à Blanc-Ménil depuis 2014, donc j'avais pas une grande... Vous n'avez jamais été maire, vous n'avez jamais été président de conseil départemental, vous avez... Jamais. J'avais un petit aperçu d'un rôle d'élu d'opposition dans un conseil municipal. Voilà. Moi, c'est parce que je suis moi, je suis un militant. Et donc, le parti communiste en Seine-Saint-Denis a fait le choix en 2017 de dire, bon, Éliane Assassi, qui est présidente du groupe actuellement, et qui l'est toujours, il était à l'époque au Sénat, conduisait la liste en Seine-Saint-Denis, et il cherchait à renouveler derrière le poste, la liste numéro 2, numéro 3. On était sur 6, on était 3 jeunes de moins de 35 ans. Et on m'a proposé d'être numéro 2, mais on se bataillait, il faut le dire assez tranquillement, vraiment pour faire réélire Éliane Assassi. C'était même pas sûr d'avoir le premier de liste. C'était pas sûr, mais en même... Bon, il n'en manquait pas beaucoup, mais en tout cas, on était très mobilisés pour faire réélire Éliane Assassi. Donc, a priori, la probabilité de chance que vous soyez élu, elle était pas dingue. Elle était quasi nulle. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? La division, si vous voulez, il y a la liste En Marche, l'émergence d'une liste En Marche, une division... du camp socialiste, du camp écologiste, et les grands électeurs et grandes électrices se sont dit, on va voter pour des gens, même si on n'est pas toujours d'accord avec eux, ils n'ont pas lâché le fil depuis des années. Et on sait ce qu'ils font. Ils défendront le territoire, ils défendront les gens de Seine-Saint-Denis, ils défendront les services publics, ils défendront ce qui fait République dans notre département, mais aussi des grandes batailles nationales. Et donc, dans ce moment un peu de chamboule-tout politique, avec l'arrivée de Macron, l'échiquier politique qui est tout basculé, je crois qu'on a été un repère pour les grandes électrices et grands électeurs. Et puis, je pense que le travail fait par Éliane Assassi a été aussi reconnu. Le Sénat vous verse des émoluments de sénateurs. Ce qui est une indemnité, mais qui est, on peut considérer, pour parler clair, un salaire. Un revenu, en tout cas, assez correct, on va pas se mentir. 5 300 €. 5 300 € que vous touchez sur votre compte en banque tous les mois. Ce qui est très, très, très bien. Oui, absolument. Et voilà. Vous en reversez une partie au Parti communiste? Tout à fait. 40%. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas attaché, chez nous, au parti. On ne le fait pas par ambition personnelle et on ne le fait pas pour l'argent. Et je pense que ça aussi, c'est important. Parce que, par exemple, moi, je garde le même revenu que j'avais quand j'étais directeur de la Fête de l'Humanité, autour de 3 000 €, pour être tout à fait honnête et tout à fait transparent. Et si vous doublez votre salaire, j'aurais doublé quasiment mon salaire avec ça, je pense qu'on s'installe dans un confort de vie et peut-être, je dis pas toujours, mais peut-être on a envie de rester élu pour ça. Et je pense que c'est important de se dire, on le fait pas pour ça. On a une question assez mignonne de Nibal. Est-ce que votre maman, elle y croit maintenant au fait que vous êtes sénateur, ou est-ce que sur le moment elle a cru que c'était une blague? Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous êtes le premier de votre famille à avoir fait des études. En fait, comme c'était pas prévu, que j'étais en pleine préparation de la fête et que je pensais vraiment pas être élu, quand à 17h30, je crois de mémoire, on m'a annoncé à la préfecture de Bobigny que j'étais élu, bon, quand même, il y a eu un petit tremblement de terre, donc j'ai appelé d'abord ma femme. Pour dire, écoute, changement de plan. Changement de plan, voilà. Bon, elle ne croyait pas. Et donc, la deuxième personne qu'il faut que j'appelle, c'est ma mère. Et je ne l'avais pas prévenu que j'étais candidat. Donc, je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, voilà, maman, j'ai 2 nouvelles. Premièrement, j'étais candidat au sénatorial. Elle dit, ah bon, c'est bien tout ça, bon. Et bon, la deuxième chose, c'est que le vote, c'était aujourd'hui. Je viens d'être élu sénateur. Donc, elle a cru que je lui racontais une blague et donc, elle m'a raccroché. Et elle m'a rappelé 1 heure après, elle me dit « Mais je viens d'allumer la télé, LCP, Public CA, mais ton nom est passé. » Et donc, bon voilà, pour elle, c'est évidemment un grand honneur. Comment on est communiste dans les années 2000? Être communiste en 2018, tant que le capitalisme ne rendra pas les gens heureux, je vais être le plus simple possible. Et je crois qu'il y aura besoin d'autre chose, d'une autre alternative. Moi, je la nomme communisme. Parce que je pense qu'il y a mettre en commun. Mettre en commun. Par exemple, est-ce que, je vais prendre quelques questions comme ça, mais pour essayer d'être très simple, mais est-ce que nous considérons que avoir un logement pour toutes et tous dans la France de 2018, il le faut?
Moi, je considère que oui. Dans la 5e puissance mondiale, il y a assez d'argent pour que chacun ait un toit. Et que c'est un droit. Jusque-là, c'est très consensuel. Non mais est-ce que c'est un droit? Un emploi, la question de l'énergie, quand on a 3,5 millions de foyers en précarité énergétique. Donc, cette question de mise en commun et de partage est une idée neuve. Et dans cette France individualiste, ultra-libérale, qui broie des hommes, qui broie la planète, parce qu'on viendra en parler, je suis très concerné sur les questions environnementales, ben je crois que ce système-là est en échec et nous amène dans le mur. Donc il faut inventer un autre monde. Et moi je l'appelle communisme, d'autres peuvent l'appeler autrement, je n'ai pas de problème. Et donc c'est pour ça que j'ai adhéré au Parti communiste à 21 ans. Mes 2 parents y avaient été, n'y étaient plus. Ce sont des militants de la CGT et militants communistes, ils ont été une bonne partie, ils en sont partis pour différentes raisons, mais ils sont restés proches des idées communistes. Et moi j'ai fait un choix parce que j'étais révolté. J'ai adhéré juste après le traité constitutionnel en 2005, qui a vu la victoire du non. Et puis après, j'ai vu que quand les gens avaient voté, on a bafoué la démocratie 2 ans plus tard en leur imposant un nouveau traité. Et puis j'ai vu les révoltes dans les quartiers populaires. Ouais. J'ai vécu 2006. Bon, et donc j'étais révolté et j'avais besoin de m'organiser avec d'autres pour faire exprimer cette colère. Et j'ai trouvé dans le Parti communiste un bon moyen de le faire. Vous comprenez la question que m'ont posé les gens, c'est que le communisme, on l'apprend dans les livres d'histoire, d'ailleurs je l'ai lu sur Twitter, ça aussi, le communisme, c'est... Mais il faut affronter ça. Alors, comment on l'affronte? C'est un échec. Mais évidemment, l'histoire, pour parler clair, de l'URSS, c'est un échec total. D'accord. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc ce monde idéal que vous imaginez... Parce qu'il y a une question centrale de notre projet, c'est la démocratie. Quand on veut... Moi, je ne suis pas là pour faire le bien pour les gens. En leur disant, votez pour moi, votez pour nous, entre guillemets, et puis on va organiser les choses et vous allez voir, on fera ça, ça sera pour vous, mais vous aurez pas le droit de parler. On va faire ça et ça sera bien pour tout le monde. Ça c'était l'URSS. Après, il y a eu les goulags, je minimise pas, il y a eu des millions de morts, etc. Il y a un système... Non mais... On est d'accord. Bon, le pire étant ça. Bon. Mais cette question démocratique, moi je suis pour que l'éducation, on donne les armes intellectuelles à tout le monde pour pouvoir construire le monde qu'ils veulent. Et là-dedans, nous, en tant que communistes, nous pouvons être moteurs, nous pouvons donner des idées, mais à construire avec d'autres. D'accord. Et je pense que ça, c'est fondamental. Il ne peut pas avoir de système communiste sans la question démocratique qui est au cœur de notre projet. Comment est-ce que vous voyez la désaffection des jeunes vis-à-vis du politique? Parce que je comprends tout ce que vous dites et c'est une discussion qu'on pourrait avoir tous les deux, mais on serait un peu en vase clos en se comprenant nous. Les gens qui nous regardent, il y a beaucoup d'abstentionnistes, il y a beaucoup de rejet de tout ça. Il n'y a pas que les jeunes. Hein. Le spectacle donné par la politique et parfois par les politiques est quand même des fois affligeant. Moi, je vous le dis, je suis parfois affligé du niveau du débat politique. Franchement. Je me reconnais des fois pas dans ça. Les petits buzz, les coups de com', les machins. Mais non, mais moi je suis pas un commentateur politique, quoi. Moi je fais de la politique avec les gens. Je la construis, je construis les... Moi, commenter la phrase de « Ah tiens, Jean a dit ça, est-ce que... » C'est pas mon rôle, quoi. Est-ce que vous pensez que les médias en font trop et qu'il faut mieux les réguler? Vous qui avez fait des études de journalisme et vous qui avez travaillé dans un journal à l'Humanité. Est-ce que nous trouvons normal que dans un pays comme la France, 93% des médias soient détenus par 8 milliardaires et 2 millionnaires qui, ces 10 personnes-là, ont les mêmes intérêts. Mais est-ce que les rédactions sont aux ordres de ces gens-là? Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Vous le laissez sous-entendre, quand même. Non, je ne dis pas ça, mais je dis que la question peut se poser. Et donc, quand il y a un doute, ça pose question. Et moi, je sais, l'Humanité, que faire vivre un journal indépendant des puissances de l'argent, qui était le combat de Jean Jaurès, le fondateur de l'Humanité. Fondateur de l'Humanité, qui dès son premier édito disait dans notre but, c'est de faire vivre un journal indépendant des puissances financières parce que ceux qui contrôlent les médias peuvent faire porter déjà une seule voix. Et donc je crois que faire vivre une presse pluraliste et indépendante des puissances financières, c'est un enjeu de société et de démocratie. D'accord. Le 17 novembre prochain se profile une grande manifestation contre la hausse des prix du carburant. Est-ce que vous allez vous joindre à cette grogne qui monte, notamment sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Non.
Je m'y joindrai pas parce qu'elle est instrumentalisée par l'extrême droite en France. Et les gens qui payent à la pompe, ils n'ont pas raison de se plaindre. Ah non, si. Alors expliquez-moi. Si, mais l'appel dont vous parlez, qui a été tourné par un fasciste français, je ne citerai pas son nom, Monsieur Boller, qui a fait 2 ou 3 millions de vues, qui est très proche de Marine Le Pen et de Florian Philippot, que ces gens-là, nous ne les avons jamais vus dans aucune mobilisation sociale sur la question des salaires, sur la question des retraites, pour défendre le service public, pour défendre la SNCF, et qui font des vidéos virales pour appeler à la révolution. Donc non, je ne participerai pas avec ces gens-là. Non. D'accord. Parce que ces gens-là sont extrêmement dangereux, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'ils instrumentalisent des peurs et des colères pour arriver au pire du pire. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent? Révolution, révolution. Oui, mais pourquoi? La véritable question, la transition écologique doit aller de pair avec un développement des transports publics. Si on veut réduire les effets de la voiture, il faut développer les transports publics. Sinon, voilà. C'est toujours les mêmes qui trinquent.